Pourquoi un discours africain a-t-il glacé d'effroi les puissants lors du sommet du G20? Imaginez la scène, la plus grande arène diplomatique de notre époque. Sous les dorures d'un centre de conférence surprotégé, les chefs d'État venus des 5 continents prennent place. Ils représentent plus de 150 nations, couvrant toutes les latitudes et toutes les cultures, réunis pour décider des lignes de force qui façonneront l'économie mondiale pour des générations à venir. Au centre de cette scène, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le plus jeune dirigeant du continent africain, s'apprête à prendre la parole. Mais, à la stupéfaction générale, son intervention disparaît soudainement du programme officiel. Une censure inattendue, lourde de signification. Que voulait-on cacher? Qu'espérait-on éviter? Dans l'auditoire, les regards convergent sur Traoré. Mais, loin de se laisser intimider, il refuse le silence qu'on tente de lui imposer. D'un pas déterminé, il s'avance vers le micro, le serre dans sa main, et d'une voix claire et assurée, il brise la chape de plomb qui vient de s'abattre sur la salle. Ce n'est pas un discours ordinaire, c'est un acte de résistance. Il se dresse contre la marginalisation de l'Afrique, dénonce l'injustice historique et interpelle le système qui, depuis plus de 60 années, tire profit des faiblesses du continent. Ces mots résonnent comme des coups de tonnerre. Il accuse frontalement les puissances économiques de perpétuer la pauvreté, la dette, l'instabilité. Il ne ménage pas non plus certains dirigeants africains, dénonçant leur complaisance et leur compromis dangereux avec l'Europe. Il cite, sans détour, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, provoquant la stupeur et la sidération dans l'Assemblée. Un silence glacial s'abat sur la salle. Les diplomates, figés, échangent des regards sidérés. Les jeunes observateurs, venus parfois de loin pour assister à ce sommet, perçoivent la gravité de l'instant. Jamais un leader africain n'avait osé, devant le monde entier, mettre à nu la mécanique implacable de domination qui structure les relations Nord-Sud. Ce discours n'est pas un simple plaidoyer, c'est un électrochoc. Car si l'appel de Traoré est ignoré, l'Afrique risque de rester enfermée dans un cercle vicieux de dette et de dépendance. Mais si ces mots franchissent le mur de l'indifférence, tout peut basculer. Ce jour-là, la voix de l'Afrique a menacé de fissurer le plafond de verre mondial. Mais que contenait précisément ce discours explosif? Pourquoi a-t-il déclenché une vague de réactions aussi contrastées, oscillant entre peur, colère et espoir? L'Afrique, si longtemps reléguée au second plan, serait-elle en train de conquérir enfin sa place sur la scène mondiale? Cette question brûlante s'impose depuis ce fameux sommet du G20, où l'intervention d'Ibrahim Traoré a pris tout le monde de court. Mais pour saisir la portée de ces mots, il faut remonter le fil de l'histoire, comprendre les blessures et les humiliations qui ont marqué le continent. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique a dû composer avec une succession de compromis dictés par l'Europe, les États-Unis, la Chine et d'autres puissances. Les accords économiques, souvent signés sous la pression, favorisent systématiquement les intérêts occidentaux. Par exemple, dans l'industrie du textile, le coton burkinabé, pourtant parmi les meilleurs du monde, reste sous-payé, bradé à des multinationales, tandis que les filatures locales ferment les unes après les autres, incapables de soutenir la concurrence déloyale des produits subventionnés venus d'Asie ou d'Europe. Dans l'agroalimentaire, la situation n'est guère meilleure. Les agriculteurs du Sénégal, du Ghana ou du Cameroun doivent affronter des importations massives de poulets congelés, de riz subventionnés qui ruinent les circuits locaux. L'exemple du Nigeria est trop frappant. Malgré ses terres fertiles, le pays importe plus de la moitié de son riz, faute d'investissement dans ses propres infrastructures agricoles. À cet étouffement industriel s'ajoute un fardeau plus insidieux, la dette. Malgré les promesses répétées lors des sommets internationaux, la dette absorbe toujours une part démesurée des budgets nationaux africains. En Côte d'Ivoire, plus de 30% du budget de l'État part chaque année au remboursement de la dette. Au lieu d'être investis dans l'éducation, la santé ou les infrastructures, ces fonds disparaissent dans les coffres de créanciers étrangers. Prenons l'exemple du Mozambique. Dans les années 2010, le pays a contracté des dettes massives pour financer des projets d'infrastructures. Mais faute de transparence et face à la fluctuation des prix mondiaux, la dette est rapidement devenue insoutenable. Résultat, gel des salaires des fonctionnaires, coupe dans les programmes sociaux, hausse du chômage. Un scénario qui s'est répété des dizaines de fois sur le continent depuis les années 80. Cette spirale n'épargne pas la jeunesse africaine. Une génération entière de Lagos à Dakar regarde impuissante la répétition des mêmes cycles d'immobilisme. Les jeunes, pourtant plus instruits et connectés que jamais, voient leurs rêves d'avenir se heurter à des systèmes bloqués.
L'émigration devient pour beaucoup la seule échappatoire. En 2022, l'Organisation internationale pour les migrations a recensé plus de 200 000 jeunes Africains ayant tenté la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. C'est dans ce contexte d'attente frustrée que la voix d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Contrairement à ses prédécesseurs, il ose interpeller ses homologues africains, y compris Cyril Ramaphosa, leur reprochant de se satisfaire de compromis historiques et de cautionner un système qui prive l'Afrique de sa place légitime dans le concert mondial. Son intervention incarne l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains, décidés à rompre avec la résignation et à défendre une autonomie politique et économique réelle. En cela, Traoré s'inscrit dans la lignée de figures historiques comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Amilcar Cabral, qui ont payé de leur vie leur engagement pour la souveraineté africaine. Laisser passer ce moment, ce serait condamner une nouvelle génération à subir le poids de choix imposés de l'extérieur. L'enjeu est immense. Il s'agit du destin d'un milliard d'Africains, de leur souveraineté sur leurs ressources et de leur capacité à bâtir un avenir juste et respecté. Mais comment ce discours a-t-il été reçu au sein du sommet ? Quels obstacles attendent celles et ceux qui veulent transformer ces paroles en actes ? L'attention du monde entier, médias, ONG, universitaires, est désormais braquée sur la suite. 10 points, 10 ruptures avec le consensus, c'est l'acte d'accusation d'Ibrahim Traoré. En plein cœur du sommet du G20, Traoré déroule sa liste de griefs, chaque point frappant comme une gifle contre l'ordre établi. Premier point, il fustige les concessions faites sans fin à l'Union européenne. Les accords commerciaux, selon lui, privilégient systématiquement les intérêts européens, sacrifiant les industries locales. L'exemple du cacao ivoirien est criant. Alors que le pays produit plus de 40% du cacao mondial, ce sont les chocolatiers européens qui engrangent la majorité des profits, laissant les planteurs vivre sous le seuil de pauvreté. Deuxième accusation, l'inaction face au poids insupportable de la dette africaine. Traoré reproche à plusieurs dirigeants, y compris Cyril Ramaphosa, de n'avoir jamais exigé l'annulation des dettes, ou même seulement un allègement significatif. Il cite le cas de la Zambie, où la dette extérieure a atteint 70% du PIB, paralysant toute politique publique ambitieuse. Troisième point, la soumission aux injonctions climatiques venues d'Occident. L'Afrique, martèle-t-il, se voit imposer des réductions drastiques de charbon, des quotas climatiques, sans solution réaliste pour une transition énergétique adaptée. Au Kenya, par exemple, la fermeture précipitée de centrales à charbon a plongé des villes entières dans le noir, faute d'alternatives crédibles. Quatrième grief, la prise de décision unilatérale, sans réelle concertation avec l'Union africaine. Certains chefs d'État, selon Traoré, préfèrent servir leur propre agenda, ce qui affaiblit la voix collective du continent. L'échec du projet de monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, en est une illustration. Saboté par des intérêts nationaux, il aurait pu devenir un outil de souveraineté monétaire. Cinquième accusation, l'exploitation continue des ressources africaines par des multinationales étrangères. Les profits partent à l'extérieur, les communautés locales restent à l'écart, privées d'un partage équitable. Au Niger, l'uranium extrait par des entreprises étrangères alimente les centrales européennes, tandis que la population locale souffre du manque d'électricité. Sixième point, la perte d'autonomie militaire. Traoré accuse la dépendance excessive envers les puissances extérieures qui rend l'Afrique vulnérable. En République centrafricaine ou au Mali, la présence d'instructeurs militaires étrangers a parfois aggravé les tensions internes, au lieu de consolider la sécurité nationale. Septième accusation, la corruption transfrontalière. Les flux financiers illicites saignent les économies africaines. Selon la CNUSED, chaque année, plus de 88 milliards de dollars quittent illégalement le continent. Ce sont des ressources qui pourraient en financer l'éducation, la santé, les infrastructures. Huitième point, la division politique persistante entre pays africains. Les rivalités, ventilées et souvent attisées par l'extérieur, empêchent la formation d'un front uni. La crise entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara occidental continue de fragiliser l'ensemble du Maghreb. Neuvième accusation, le soutien timide au mouvement démocratique. Malgré les aspirations de la jeunesse à plus de justice, de transparence et de liberté, les gouvernements tardent à réformer. Le mouvement Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso réclame plus de démocratie mais peinent à se faire entendre. Dixième point enfin, l'incapacité à investir dans l'innovation et l'éducation. Traoré rappelle que sans une montée en gamme des systèmes éducatifs, l'Afrique restera dépendante des technologies et des cerveaux étrangers.
Il cite l'exemple du Rwanda, qui a fait du numérique un pilier de sa croissance, attirant des startups du monde entier. Pour ancrer son propos, Traoré multiplie les exemples concrets. Au Burkina Faso, l'absence de réformes structurelles enferme la population dans la précarité. En Zambie, la dette étrangère paralyse les investissements dans l'agriculture. Au Nigeria, la manne pétrolière profite à une élite, tandis que la majorité endure pollution et pauvreté. Il avertit, persister dans cette voie, c'est condamner l'Afrique à l'inégalité et à la marginalisation. C'est risquer de perdre définitivement espoir en une Afrique forte et respectée. Le discours de Traoré électrise l'Assemblée. Mais le véritable choc commence à peine. La réaction des autres chefs d'État ne se fait pas attendre. Un souffle de tension parcourt les couloirs du sommet. Certains dirigeants africains, émus, acquiescent discrètement, d'autres, plus réservés, hésitent face à l'audace de Traoré. Pour beaucoup, c'est un point de non-retour. Faut-il enfin rompre avec le passé ? Dans les rues d'Abidjan, Dakar, Ouagadougou, la jeunesse s'approprie le message. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de jeunes Africains saluent l'audace d'un dirigeant qui brise le tabou. Des associations étudiantes, des collectifs citoyens appellent à transformer l'onde de choc en actions concrètes. Campagne pour la transparence, pétition pour la renégociation des contrats miniers, forum de débat. Les analystes internationaux changent de ton. Plusieurs experts, comme l'économiste Carlos Lopez ou la politologue Amin Yang, reconnaissent qu'aucun seuil a été franchi. Ignorer l'Afrique lors des grandes négociations sera désormais impossible sans conséquence. À Washington, à Bruxelles, à Pékin, mais aussi dans les think tanks de Nairobi ou d'Addis Abeba, le débat s'intensifie. Faut-il réinventer la politique d'aide, repenser les accords commerciaux, soutenir l'unité africaine ? De nouveaux rapports de force émergent, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, commence à redessiner les échanges internes, réduisant la dépendance vis-à-vis de l'Europe ou de la Chine. Déjà, les alliances régionales se réorganisent. L'Union africaine lance un observatoire de la transparence, la CEDEAO accélère ses plans d'intégration économique, tandis que des forums panafricains de la jeunesse voient pas le jour à Accra, à Kigali, à Johannesburg. La société civile se mobilise. ONG, syndicats, mouvements sociaux se coordonnent pour peser dans les négociations internationales. Pourtant, l'instant reste fragile. Si l'Afrique transforme cette prise de conscience en unité effective, elle pourra rompre avec des décennies de dépendance. Sinon, de vieilles divisions risquent de ressurgir, menaçant l'élan naissant. Comment traduire ces paroles en actes ? Quelles étapes concrètes retenir pour bâtir ce nouveau départ ? Tout se joue maintenant sur la capacité à organiser cette énergie collective. Des choix décisifs s'imposent pour que l'élan ne retombe pas. Première étape, l'appropriation citoyenne de la gouvernance. Les Africaines et Africains doivent surveiller chaque décision, réclamer une transparence totale sur le moindre franc public et exiger des comptes. Au Ghana, le mouvement Occupy Ghana a imposé la publication en ligne des dépenses publiques, inspirant d'autres pays à suivre cet exemple. Deuxième clé, l'unité africaine doit devenir une stratégie, pas un slogan. Seule une voix commune face à l'Union européenne ou à la Chine permet d'imposer le respect. L'exemple de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, qui a su défendre les intérêts des pays producteurs, pourrait inspirer la création d'un cartel africain pour le cobalt, le manganèse ou le cacao. Troisièmement, la gestion des ressources doit devenir exemplaire. Il faut cesser de voir les richesses s'évaporer à l'étranger. Les dirigeants doivent négocier des contrats justes, protéger chaque hectare, chaque gramme de minerai. Au Botswana, la renégociation des accords miniers avec De Beers a permis de doubler la part de richesse revenant à l'État, finançant l'éducation et la santé. La jeunesse, elle, porte une force de rupture inédite. Plutôt que de céder à la rage ou au découragement, elle peut transformer l'indignation en action concrète. Entreprendre, créer des médias indépendants, forger des mouvements citoyens, innover. Au Nigeria, le mouvement End SARS a montré la capacité des jeunes à se mobiliser et à obtenir des réformes de la police. Les ONG, journalistes, mouvements sociaux sont indispensables. Ils doivent enquêter, dénoncer, soutenir les citoyens face aux abus de pouvoir. Au Kenya, le journalisme d'investigation a révélé des scandales de corruption qui ont conduit à des procès historiques. Le courage de Traoré devient un modèle pour toute une génération. Il rappelle que l'audace d'un seul peut secouer des millions. Mais ignorer ce réveil, c'est risquer de replonger dans la frustration et de perdre une chance historique d'inverser le sort du continent. Rester simple spectateur ou devenir acteur du changement. Le choix appartient à chacun. L'heure n'est plus à la passivité. Il faut oser l'engagement. Ce sursaut collectif ne se fera pas sans obstacle.
Les résistances sont puissantes et chaque pas vers l'autonomie sera âprement disputé. Les intérêts économiques en jeu sont colossaux. Des multinationales investissent des milliards chaque année pour maintenir leur accès privilégié aux ressources africaines. Les réseaux de corruption, tissés parfois depuis des décennies, ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais l'histoire ne s'écrit jamais sans ses protagonistes. Allez-vous rester simple spectateur ou prendre part à l'éveil africain qui s'annonce ? Nous sommes à un moment charnière. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas été une parenthèse, mais le point de départ d'une ère qui réclame l'engagement de tous. Des précédents existent. En Amérique du Sud, le tournant opéré par des leaders comme Evo Morales ou Rafael Correa a montré qu'un continent pouvait reprendre le contrôle de ses ressources et imposer de nouveaux rapports de force. Si nous choisissons la passivité, rien ne changera. L'histoire retiendra une Afrique absente de son destin. Mais agir, c'est donner du poids à chaque voix, chaque main tendue, chaque prise de position. Ce réveil n'est l'apanage ni des chefs d'État, ni des célébrités. Il naît dans les rues, les écoles, les marchés, sur les réseaux sociaux. Il appartient à la jeunesse, aux ouvriers, aux artistes, aux agriculteurs, à tous ceux qui refusent de voir leur sort décidé ailleurs. Aujourd'hui, un mouvement prend forme sur tout le continent. Il est porté par la conviction que l'Afrique mérite mieux que la soumission. Il ne demande la permission à personne. Il grandit avec chaque action, chaque débat, chaque refus d'abandonner l'espoir. Le statu quo, c'est la répétition du passé. Ressources gaspillées, économie fragile, voix étouffée. Le changement, lui, exige du courage, de l'unité, la force de refuser les compromis faciles. Ce n'est pas qu'une question d'idéaux. Il faut s'informer, s'organiser, demander des comptes à nos dirigeants, tisser des liens entre nations africaines. L'histoire l'a montré. C'est le peuple qui ouvre la voie au progrès. Quand les peuples indiens ont imposé la fin du Raj britannique, c'est la mobilisation populaire qui a fait plier l'Empire, non les négociations feutrées. La question vous est posée. Allez-vous rester à distance pendant que d'autres écrivent notre histoire, ou choisirez-vous de rejoindre cette dynamique naissante ? Le réveil africain repose sur une seule chose, notre volonté partagée de dire non à l'impuissance. Ce n'est qu'un commencement. Et chaque décision, chaque pas compte plus que jamais. Ce moment est peut-être unique. À nous de décider s'il deviendra un simple souvenir ou le premier chapitre d'une nouvelle ère.